À la fête de famille, j'ai eu un grave accident sur le chemin du retour à 16 ans. Ma mère et ma sœur étaient au spa. Le médecin a dit qu'il fallait m'opérer d'urgence, mais ma mère a refusé. S'il meurt, prévenez-moi. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Quand je me suis réveillé, le dossier indiquait « nouveau tuteur légal ». Et ce tuteur était. J'avais 16 ans quand j'ai quitté une fête de famille, pensant que la pire chose que je ramènerais chez moi, c'était un cœur meurtri. Puis, une tempête a englouti l'autoroute, et un semi-remorque a transformé ma voiture en un tas de ferrailles. Dans la salle de trauma, le médecin a dit que j'avais des minutes, pas des heures, et qu'ils avaient besoin du consentement de ma mère pour m'ouvrir et me sauver la vie. Alors, une infirmière l'a appelé sur FaceTime. Ma mère a répondu depuis un spa, avec ma petite sœur juste à côté d'elle, et elle ne s'est même pas levée. Elle a juste soupiré et a dit « Si ça meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. » On m'a endormi quand même. 18 jours plus tard, je me suis réveillé avec un tube dans la gorge, du métal dans la bouche, et une ligne sur le dossier au pied de mon lit qui n'avait aucun sens. Nouveau tuteur légal, et le nom en dessous n'était pas le sien. Mais avant de vous dire qui est intervenu quand ma propre mère est partie, j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi. Commentez et salut ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, juste savoir que quelqu'un écoute, ça vous empêche de vous effondrer à nouveau. Et si vous avez déjà été celui que personne n'a choisi, abonnez-vous et restez avec moi, car ce n'est pas juste une histoire d'accident. C'est l'histoire de qui m'a sauvé, alors que j'étais déjà en train d'être effacé. Je m'appelle Gemarlo. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Les gens pensent que les enfants qui grandissent à Montecito ne saignent pas de la même façon. Grande maison, école privée, une voiture à 16 ans. Mais personne ne demande jamais ce que ça fait, de dîner avec des gens qui parlent de vous, comme si vous n'étiez pas là. J'avais 16 ans quand j'ai réalisé que je n'étais plus vraiment sur la photo de famille. Pas métaphoriquement, littéralement. Je m'appelle Gemarlo. Et c'est là que tout a commencé. Nous étions assis à la table du dîner, dans une maison qui semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe. Sol poli, verre en cristal. Grand embout de table, ma mère Marisol en face de lui, et Brinley à ma droite, faisant défiler son téléphone et filmant tout pour ses stories Instagram. J'étais assis à l'autre bout, à la place inutilisée dans le coin, comme un accessoire que quelqu'un aurait oublié d'enlever. Nous mangions du saumon, mon plat le moins préféré, dressé parfaitement, comme s'il devait passer un test photo avant de passer mes lèvres. Marisol parlait de son week-end spa à venir à Auget, et d'une vente aux enchères caritatives qu'elle organisait pour le nettoyage du littoral. Grant intervenait à propos de sa nouvelle offre architecturale, un manoir écolo de luxe à Big Sur. Brinley gloussait, entortillant ses cheveux, et riait du fait qu'un de ses posts avait atteint 12 000 likes en une heure. Personne ne m'a rien demandé. Je ne faisais pas partie de la conversation. J'étais un espace réservé dans un tableau familial. Puis, ça a frappé plus fort. Marisol a pris un appel sur haut-parleur. C'était un autre parent de l'école de Brinley. Oh oui, a-t-elle dit avec ce ton faussement chaleureux, qu'elle utilisait toujours pour les gens dont elle avait besoin de quelque chose. Grant et moi allons très bien. Brinley s'épanouit. Et le plus vieux est toujours là, pour l'instant. Elle n'a pas dit mon nom, pas une seule fois. Le plus vieux. Comme si j'étais une phase dont elle n'était pas encore sortie. Après le dîner, je me suis retiré dans ma chambre, qui n'était pas à l'étage comme celle de Brinley avec vue sur l'océan, mais dans l'aile près de la buanderie, à côté du placard à balai. Quand nous avons emménagé, il m'avait dit que c'était temporaire. Cela faisait plus d'1 an. Je cherchais un vieux chargeur, j'ai fini par ouvrir une armoire de rangement, et j'ai trouvé une boîte à chaussures de photos de famille. Sauf que je n'étais pas dedans. Photo après photo. Marisol en talons lors d'une visite de vignoble. Grande souriant à côté d'elle. Brinley en robe, avec des ballons et des gâteaux, et des peignoirs de spa assortis mère-fille. Il y en avait une de moi, mal recadrée au bord d'une photo de Thanksgiving, où seule la moitié de mon visage était visible. Une autre, étiquetée vacances en famille à Maui, ne m'avait pas du tout. Il y avait aussi une enveloppe Kraft marquée Assurance maladie confidentielle. Elle portait mon nom. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà que je n'aimerais pas ce que j'y trouverais. À l'école, les gens supposaient que j'allais bien.
Les enfants de Montecito ne reçoivent pas de sympathie. Si vous vivez derrière un portail, ils pensent que votre vie est toute tracée. Mais la vérité, c'est que le portail servait juste à garder la douleur bien vernie. Brinley passait devant moi dans le couloir comme si nous n'étions pas apparentés. Ses amis chuchotaient à propos du voyage à Auger, la remise à 0 au spa qu'elle et Marisol avaient prévu. Elle leur disait, c'est juste un week-end entre filles. Maman dit que c'est important de déconnecter. Pas d'appel, pas de drame. Je n'ai jamais fait partie du plan. Le seul endroit où je pouvais respirer, c'était Ventura. Tous les quelques week-ends, je faisais la route pour voir mon grand-père, Warren Alvarez, shérif à la retraite, pêcheur à temps partiel, le seul homme qui m'ait jamais regardé dans les yeux pour me demander si j'allais bien, et qui le pensait vraiment. Chez lui, ça sentait le sel et le marc de café. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. On ne parlait pas de sentiments. Il me tendait un Gatorade, faisait un signe de tête vers la boîte à outils, et m'apprenait à réparer une crevaison. C'était sa façon de dire qu'il me voyait. « Tu viens à la friture de poisson de Pâques ?» a-t-il demandé, en me tendant un flyer avec un clin d'œil. « Ouais », ai-je dit, essayant d'avoir l'air décontracté. « Je serai là tôt pour aider. » Sur le chemin du retour, le texto de Marisol est arrivé. « Ne complique pas cette semaine pour moi. Je suis occupé. » Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne le faisait jamais. J'ai fixé le message, un froid étrange s'installant dans ma poitrine. Pâques arrivait, et quelque chose dans mon ventre me disait que ce n'était pas juste une histoire de jambon et de décoration pastel cette année. Quelque chose se mettait en place, et je n'allais pas aimer où ça menait. La semaine avant Pâques, l'air dans la maison a changé. Ce n'était pas dramatique. C'était calme, contrôlé, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais, et qu'ils répétaient leur texte pour un spectacle auquel je n'avais pas été invité. Je suis rentré un après-midi et je suis entré par la porte latérale. Marisol et Grant étaient dans la cuisine. Ils ne m'ont pas entendu au début. Grant versait quelque chose dans un verre. Marisol se tenait près de la fenêtre, son téléphone face contre le comptoir. « J'ai parlé au docteur Finlay », a dit Grant. Il recommande l'internat. Les programmes structurés sont plus efficaces pour la stabilisation comportementale. Marisol a soupiré. Je veux juste que ce soit réglé avant Pâques, proprement. Pas de scène. Il y a encore de la paperasse. On va le faire. J'ai déjà parlé à Ridgeview. Je me suis figé. Mon sac à dos pendait lâchement à une épaule, mon cœur bégayant comme un battement raté. Internat, comportemental, paperasse, avant Pâques. Il prévoyait de m'envoyer au loin. Et bientôt. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde soit à l'étage. Je me suis glissé dans le bureau de Grant, sous prétexte d'attraper mon chargeur, mais je suis allé directement au classeur où il gardait les dossiers importants. C'était entrouvert, négligé. Il y avait un dossier marqué d'actifs du ménage plus assurance. Je l'ai feuilleté vite, trop vite, mes doigts tremblants. Marisol, Grant, Brinley. Leur nom était sur chaque ligne de bénéficiaire principal. Mon nom ne manquait pas, mais il n'était pas avec les leurs. Il était glissé à l'arrière, marqué aux personnes à charge antérieure, avec une note, plan de transition en attente. J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone, et j'ai refermé le dossier avant que mon estomac ne se retourne plus qu'il ne l'était déjà. Le lendemain matin, Marisol m'a conduit à l'école. Juste moi et elle dans la voiture. Le silence était bruyant. Pâques est important cette année, a-t-elle dit soudainement. Beaucoup de gens seront là. J'ai besoin que les choses se passent bien. Je n'ai rien dit. Il y a aussi une nouvelle opportunité pour toi. Après Pâques, un changement d'environnement, de structure, de soutien. Tu veux dire m'expédier ailleurs, ai-je dit, en observant sa réaction. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Tu imagines toujours le pire. J'essaie d'aider. Non, tu essaies de me faire disparaître. Elle n'a pas répondu. Elle a juste monté le son de la musique, et a fait comme si la conversation n'avait pas eu lieu. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à Ventura. Je voulais tout dire à Warren, mais les mots restaient coincés. Je ne voulais pas avoir l'air fou. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Ça va, a-t-il demandé, en me tendant une bouteille d'eau comme toujours.
J'ai hésité. Juste des trucs d'école. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête et dit, si jamais tu as besoin d'aide, de vraie aide, appelle ce gars. Il m'a tendu une carte. Elliot Crane, spécialiste en droit des mineurs. Je l'ai empoché et j'ai fait une blague, mais ce n'était pas drôle. De retour à Montecito, je suis passé par le salon et j'ai vu l'iPad de Marisol vibrer de notifications. L'une d'elles a attiré mon attention. Confirmation au G Valley Spa. Journée complète de remise à 0 mère et fille. Non remboursable. Note, aucun appel pendant la séance. C'était prévu pour le dimanche de Pâques. Mon cœur a cogné. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Si quelque chose arrivait, si j'avais besoin d'aide, il n'y aurait personne pour les joindre. Ils avaient planifié ça. La nuit avant Pâques, je faisais un sac pour rester chez Warren quand Brinley a frappé. Elle n'est pas entrée, elle s'est juste appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés. Juste pour que tu saches, a-t-elle dit, après-demain, tout deviendra plus facile pour nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Elle a eu un petit sourire en coin. Ça veut dire que tu ne fais plus partie de cette famille. Et honnêtement, tu n'en as jamais fait partie. Puis elle est partie, comme si elle ne venait pas d'allumer une allumette et de la laisser tomber sur tout. Je suis resté là, fixant la photo dans le couloir. Marisol, Grant, Brinley, souriant devant un sapin de Noël. Mon cadre était cassé et manquant sur l'étagère du dessous. Demain, c'était Pâques, et je ne savais pas que l'accident n'était pas seulement à venir, il avait déjà commencé. Je suis arrivé à Ventura juste avant midi, plus tôt que prévu. L'arrière-cour sentait encore le sel marin et le vieux charbon de bois de l'été dernier, et Warren était déjà dehors, sortant des chaises pliantes de l'abri de jardin. Je l'ai aidé à installer la longue table et à accrocher les guirlandes lumineuses, essayant de faire comme si c'était juste un autre barbecue, juste une autre fête de Pâques. Tiens, a-t-il dit, en me tendant une chemise soigneusement pliée, bleu clair. Mais ça aujourd'hui. Ça te va bien. Ce n'était pas neuf. Pas exactement. C'était une des vieilles chemises de papa, mon vrai père, celle que Warren avait nettoyée, repassée et gardée. J'ai passé mes doigts sur le col, ne sachant pas quoi dire. Merci, ai-je murmuré, et il a juste hoché la tête, comme il le faisait toujours quand il donnait quelque chose qui signifiait plus qu'il ne le laissait paraître. À 14 heures, l'arrière-cour était pleine. Cousins, oncles, tantes que je ne connaissais pas vraiment, mais qui me serraient quand même trop longtemps dans leurs bras et posaient trop de questions. Il y avait des œufs mimosa, des épis de maïs. Quelqu'un avait apporté de la viande de cet endroit près de la 33. Ça semblait réel, sûr. Pour une fois, je n'étais pas un bruit de fond. Puis est arrivée la tempête parfaite. Marisol est arrivée comme si elle était photographiée. Robe blanche impeccable, pas un pli de travers. Grant a garé la Tesla juste au bord du trottoir, comme s'il possédait le quartier. Brinley est sorti en dernier, en train d'enregistrer sur son téléphone, tournoyant au soleil. Ils n'avaient pas apporté de plat, pas apporté de boisson, ils avaient apporté leur présence. C'était suffisant pour eux. Marisol a fait une bise en l'air à une tante qu'elle n'avait pas vue depuis Noël, et a fait un compliment bruyant sur les centres de table. Grant a commencé à parler affaires avec un de mes cousins, comme s'il avait répété son discours. Brinley continuait juste de filmer. Je me suis approché pour dire bonjour, et Marisol s'est tournée vers un ami de la famille. « Voici Jay », a-t-elle dit. « Pas mon fils, juste le nom. » Puis elle a souri et s'est détournée avant même que je puisse répondre. J'ai reculé, j'ai attrapé une bouteille d'eau, et je me suis dirigé vers le côté de la maison. J'avais besoin d'une minute. C'est là que je l'ai entendu. La voix de Marisol était douce, mais indubitable. Oui, je confirme juste pour demain, journée complète. Oui, juste nous deux. Pas d'interruption, pas d'appel, pas de paperasse. C'est notre journée détox. Elle a ri, se sont lisses et satisfaits. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Juste mère et fille. Vraiment calme. Je me suis figé. La voix de Brinley a retenti derrière elle. Enfin. Pas de garçon, pas de drame, juste nous. Mon estomac a chuté. Ce n'étaient pas les mots. C'était la facilité avec laquelle elle les disait.
La facilité avec laquelle j'avais été effacé de ce que la famille signifiait pour elle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, avant de retourner dans la cour. Warren m'a intercepté à mi-chemin de la pelouse. « Ça va ?» J'ai hoché la tête trop vite. Juste un mal de tête. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. Je me suis affaissé sur ma chaise et j'ai essayé de manger quelque chose, mais tout avait un goût de carton. Plus tard, une des cousines de ma mère m'a pris à part près du barbecue. Elle sirotait du thé glacé et faisait la conversation quand elle l'a dit. « Alors, j'ai entendu dire que tu te diriges vers quelque chose de nouveau après ça. Ta mère a dit qu'il y a un programme prévu. » Je l'ai fixé. « Quel genre de programme ?» Elle a haussé les épaules. « Quelque chose de structuré. Bon pour la concentration et la discipline. » Elle a fait sonner ça comme une grande opportunité. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. Au coucher du soleil, j'en avais assez. La chaleur était partie. La brise de Ventura ne semblait plus sûre. Elle ressemblait juste à la dernière chose que j'étais autorisé à garder. J'ai dit à Warren que je partais tôt. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Ouais, juste fatigué. » Il m'a tendu les clés de la vieille Civic pour laquelle j'avais économisé. « Conduis prudemment. Les routes vont devenir glissantes si cette pluie arrive. Envoie-moi un texto quand tu es rentré. » J'ai hoché la tête. « Je le ferai. » Brinley m'a croisé près du portail. Tout en gloss et en suffisance. Elle s'est penchée juste assez pour chuchoter, « Maman est occupée toute la journée de demain. Quoi qu'il arrive, n'appelle pas. » Je l'ai fixée, stupéfait, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à marcher comme si de rien n'était. Je me suis glissé dans la voiture, j'ai tourné la clé. L'odeur du barbecue collait encore à mes vêtements. Je n'ai pas regardé en arrière alors que je m'éloignais, mais le vent s'était levé et le ciel changeait. Alors que je m'insérais sur l'autoroute, je continuais de penser à la voix de Warren, « Envoie-moi un texto quand tu es rentré », et à la voix de Brinley, « N'appelle pas. » Deux ordres différents. L'un signifiait protection, l'autre signifiait effacement. Et je n'avais toujours pas décidé qui j'allais écouter. La pluie a frappé plus vite que je ne le pensais. Le temps que je passe la première sortie hors de Ventura, le pare-brise était un flou d'eau et de phares. Les essuie-glaces étaient à pleine vitesse, mais ils n'arrivaient pas à suivre. Tout semblait barbouillé, comme si je conduisais à travers une peinture sur laquelle quelqu'un avait pleuré. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone dans la console. J'ai tapé un message rapide à Warren, « Je rentre. Tout va bien. » Puis je l'ai fixé. Et s'il appelait? Et s'il entendait quelque chose dans ma voix? J'ai effacé le message et fourré le téléphone dans la boîte à gants. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Je ne voulais pas qu'il m'arrête. Je me suis dit, rentre juste à la maison. Dors. Fais comme si aujourd'hui n'était pas arrivé. La route s'incurvait dans un creux, et l'eau s'accumulait dans les nids de poules. J'ai ralenti. Je n'étais pas imprudent. Je me souvenais de la voix de Warren. Conduis doucement s'il pleut. J'ai vérifié le compteur de vitesse, juste en dessous de la limite. C'est là que les phares sont apparus dans mon rétroviseur. Brillant, proche, trop proche. Un SUV noir collé à mon pare-choc. Leurs pleins phares ont clignoté une fois, deux fois, comme s'ils voulaient que j'accélère, mais je ne l'ai pas fait. Le SUV n'a pas dépassé. Il est resté juste là, se rapprochant centimètre par centimètre, les phares rebondissant à l'intérieur de ma voiture comme des projecteurs de recherche. J'ai agrippé le volant plus fort, le cœur cognant dans mes oreilles. Puis j'ai vu ça. Un autocollant sur leur pare-brise. Quelque chose comme un écusson d'école ou un club privé. Mon estomac a chuté. Ça avait l'air familier. Un de ces trucs que Brinley postait toujours. Un club où ses amis allaient. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. Devant, un semi-remorque sur la voie opposée a fait de l'aquaplaning. Je l'ai regardé commencer à chasser de l'arrière, lentement au début, puis vite, trop vite. Sa remorque a glissé à travers la ligne, comme un couteau. J'ai donné un coup de volant. Tout est devenu blanc. Puis le son a explosé. Métal, verre, quelque chose qui se déchire. J'ai senti la ceinture de sécurité se bloquer sur ma poitrine. Le monde a tourné.
Mes bras se sont engourdis. Ma tête a craqué. Quelque chose de dur. Puis le silence. Et puis le bruit à nouveau. Des sirènes. Quelqu'un qui crie. Une lumière vive au-dessus de moi. Une voix demandant, « Gamin, tu m'entends? Reste avec nous. » Je ne pouvais pas parler. J'ai essayé. Rien n'est sorti. Tout mon corps donnait l'impression d'être enveloppé dans du ciment humide. Des mains tiraient sur ma veste. Quelqu'un vérifiait mes poches. Mon portefeuille était sur le sol, ouvert. Ma carte d'étudiant, une carte de visite pliée, celle que Warren m'avait donnée. J'ai vu un ambulancier la ramasser, y jeter un coup d'œil, puis la fourrer dans la poche de mon manteau comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Ils m'ont attaché à une planche, m'ont soulevé à l'arrière de l'ambulance. Je pouvais les entendre parler. « Non, j'ai Marlowe », a murmuré quelqu'un. « Pas de papier », dit Wexler. « Quoi ? Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qui est dans le système. » Voix étouffée. Puis l'un d'eux, l'assurance est signalée. On doit vérifier l'éligibilité. Puis une pause. On n'a pas l'autorisation. Contact familial. Une autre pause. Mère indisponible. Aucun appel autorisé pendant le soin au spa. Listé sous ne pas déranger. Aucun autre tuteur listé. J'ai essayé de bouger, essayé de parler. Rien. Les sirènes devenaient plus fortes, les lumières plus dures. J'ai entendu le médecin alors que les portes s'ouvraient. Faites-le entrer maintenant. On perd la fenêtre de tir. Je voulais hurler. Je voulais dire que je n'étais pas seul, que quelqu'un m'attendait, que je comptais pour quelqu'un. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le message que je n'avais pas envoyé. Je rentre. Tout va bien. Ça aurait été un mensonge, mais au moins il aurait su que j'avais essayé. Je ne me souviens pas d'avoir été roulé à l'intérieur. Je ne me souviens pas de la lumière blanche, ou du cliquetis métallique des roues du brancard sur le carrelage. Ce dont je me souviens, c'est la douleur fleurissant en moi comme quelque chose de vivant, griffant vers le haut depuis mes tripes jusqu'à mes côtes, avant que tout ne se dissolve dans le néant. Plus tard, ils m'ont dit que c'était une hémorragie interne, une rate éclatée, un possible édème cérébral, des contusions, des côtes cassées, une clavicule brisée. Ça ressemblait à une liste que quelqu'un pourrait énumérer dans un tribunal. Pas des blessures, mais des preuves. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait encore, c'était à quel point leur suivante allait dépendre d'un appel FaceTime. Le chirurgien avait besoin d'une signature. J'avais 16 ans, j'étais inconscient, légalement mineur, et la femme listée sur les dossiers de l'hôpital comme ma tutrice était Marisol Wexler. Une infirmière nommée Karen a fouillé dans le système. Elle a froncé les sourcils en cliquant à travers les fichiers de contact, ses yeux accrochant quelque chose d'anormal. « C'est étrange », a-t-elle dit doucement à un collègue. Pas de contact d'urgence secondaire enregistré. Juste elle. Pas de grand-père, pas de famille élargie. Une autre infirmière l'a aidé à creuser plus profondément dans l'arrière-plan des dossiers. Enterré sous des couches de champs de formulaires et de modifications silencieuses, se trouvait Warren Alvarez, listé sous autre contact, non signalé pour la communication d'urgence. L'implication était claire, quelqu'un était entré et avait réorganisé les priorités. Le seul homme qui aurait tout laissé tomber pour me sauver avait été poussé tout en bas de la liste. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont tapé le numéro listé pour Marisol. L'écran s'est allumé avec une lumière dorée et une musique douce. Ça ressemblait à une publicité. Marisol était allongée sur un lit de spa moelleux, peignoir blanc, tête enveloppée dans une serviette, une sorte de masque facial à moitié posé sur sa peau. Brinley était à côté d'elle, souriant comme si c'était le plus beau jour de sa vie, téléphone en main, déjà en plein selfie. « Madame Wexler », a dit le chirurgien aussi calmement que possible, « votre fils est dans un état critique suite à une collision de véhicule. Il a une hémorragie interne et un traumatisme cérébral potentiel. Nous avons besoin d'une autorisation d'urgence pour procéder à la chirurgie. » Marisol a cligné des yeux, paresseusement. « Attendez. J'ai... » L'infirmière a confirmé. Elle ne s'est même pas redressée, elle a juste agité une main manucurée. « Si ça meurt, faites-le moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. »
Je souhaite que cette phrase soit de la fiction. Ce n'était pas le cas. Brinley a reniflé, a levé son téléphone, et a pris une photo de l'écran FaceTime. Moi inconscient, du sang sur le visage, des tubes au fond de la gorge. Elle a gloussé comme si elle venait de gagner un pari. L'infirmière a figé sa main, tremblante, alors qu'elle abaissait l'appareil. Une troisième infirmière en arrière-plan a murmuré, sauvegardez le journal d'appel. Enregistrez tout. Un autre médecin est entré dans le champ et a réessayé. Madame Wexler, vous comprenez que c'est une question légale. C'est un mineur. Marisol a expiré, agacée. Bien, appelez son grand-père, Warren Alvarez. Il signera n'importe quoi. J'en ai fini ici. Puis elle a mis fin à l'appel. C'est là que les choses sont allées vite. L'équipe des urgences a localisé le nom de Warren dans la liste de contacts étendue et a composé le numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. À la seconde où il a entendu mon nom et le mot critique, il était parti. Dehors, à travers la tempête, clé en main. Il est arrivé à l'hôpital trempé de la tête aux pieds, les épaules carrées, comme s'il retournait dans une zone de guerre. « Je suis Warren Alvarez », a-t-il dit à l'accueil. « Où est-il » Ils l'ont emmené directement aux soins intensifs. Dans un couloir latéral, ils lui ont tendu les formulaires. Consentement pour la chirurgie, autorité de décision d'urgence, responsabilité financière si on devait en arriver là. Il n'a pas hésité. A signé chaque page. Vite, net, décisif. Quand il est entré dans la salle de préparation, j'étais déjà à moitié sous sédatif. Pourtant, ils lui ont donné 30 secondes. Il s'est approché du bord du lit, a pris ma main et a chuchoté, « Je suis là, gamin. Je te tiens. Tu n'es pas seul. » Puis les portes se sont fermées derrière lui, et j'ai disparu dans le silence éclatant du bloc opératoire. Ce que personne ne savait, ni les médecins, ni même Warren, c'est que pendant qu'il travaillait à me maintenir en vie, Grant Wexler était déjà au téléphone, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais avec son conseiller financier. Il voulait une note sur le dossier d'assurance. Aucune responsabilité financière de son côté. Toute autorisation médicale incomberait à Marisol. Pas de contact média, pas de signature, pas de trace écrite. Laissez Marisol porteur le gâchis. Laissez le gosse survivre ou non. Juste garder son nom en dehors de ça. C'est comme ça qu'il bougeait. Comme si j'étais un gros titre attendant d'arriver. Pas un garçon, pas son fils, juste un problème en train d'être géré. Au moment où la chirurgie a commencé, l'hôpital mettait déjà à jour mon dossier. Une note interne signalée par l'équipe de gestion des risques indiquait, le tuteur actuel a refusé l'intervention vitale. Une partie alternative a signé sous la clause d'urgence. Et profondément à l'intérieur du système, une nouvelle ligne a été ajoutée. Sous tuteur légal, le curseur a clignoté, puis a tapé « Warren Alvarez ». Les soins intensifs étaient trop calmes. Les moniteurs bipsaient, les machines sifflaient et cliquetaient, mais tout semblait étouffé, comme si le son était filtré à travers l'eau. Warren n'est jamais parti. Il était assis sur la chaise dure à côté de mon lit, veste jetée sur la coudoir, une main reposant toujours sur mon bras. Si une infirmière jetait ne serait-ce qu'un coup d'œil vers mon dossier, il posait déjà des questions. Quelle est sa saturation en oxygène? Pourquoi le rythme cardiaque a-t-il grimpé juste maintenant? Il n'était plus seulement mon grand-père. Il était ma ligne de défense. Dès le deuxième jour, il avait déjà demandé des copies imprimées de chaque document que l'hôpital avait sur mon dossier, surtout l'appel FaceTime. Il avait travaillé aux homicides avant de prendre sa retraite. Il savait comment les systèmes enterraient les choses, et il savait comment s'assurer que rien ne soit effacé. Il leur a fait graver l'audio sur une clé USB, a fait certifier le journal d'appel par notaire. Une représentante de la gestion des risques de l'hôpital l'a rencontré cet après-midi-là. Il y a suffisamment de preuves, a-t-elle dit prudemment, pour classer cela comme négligence médicale. Le fait que le tuteur légal ait refusé une intervention urgente pour un mineur nous place en territoire de signalement obligatoire. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Nous aimerions savoir si vous souhaitez procéder à un transfert d'urgence de la tutelle pendant que le patient est encore inconscient, pour sa sécurité. » Warren n'a même pas cligné des yeux. « Déposez-le. »
Ce soir-là, Elliot Crane se tenait dans le couloir des soins intensifs, une pile de documents sous le bras, cravate desserrée, mes yeux perçants. Il a tout passé en revue. La transcription de l'appel, les déclarations des infirmières, l'image du visage narquois de Brinley au-dessus de mon corps brisé. Ça ne restera pas silencieux, a-t-il dit. Il n'avait pas tort. Le matin venu, un membre du personnel a dit à Warren qu'une version de la capture d'écran de Brinley avait déjà fait son chemin à travers les conversations de groupe de son école. Les gamins la partageaient en chuchotant, légendés avec des choses comme « Je suppose qu'il s'est enfin craché ». Elliot n'a pas seulement vu une mauvaise blague. Il a vu un cadeau. C'est attaquable en justice, a-t-il dit. Diffamation, violence émotionnelle, harcèlement ciblé. Ça aide à construire le dossier montrant que Montecito n'était pas un environnement sûr, surtout avec un mineur impliqué. Warren a hoché la tête. Faites tout ce dont vous avez besoin. Le lendemain, Elliot a reçu un appel, pas de Marisol, pas de Grant, mais d'un cabinet d'avocats qui sentait suspectement les relations publiques. Ils ne demandaient pas pardon. Ils offraient le silence. Réglons cela discrètement, a dit l'homme au téléphone. Ne rendons pas ça plus salissant que ça ne l'est déjà. Elliot a souri comme un loup. Mettez ça par écrit. Cet après-midi-là, il se tenait au portail principal de la propriété Wexler à Montecito, avec un huissier de justice et une enveloppe. Pétition pour tutelle d'urgence, plainte formelle, avis de dépenses médicales en attente. La porte s'est ouverte. Marisol se tenait là dans une robe pull blanche, le visage tendu. « Vous n'êtes pas sérieux ?» a-t-elle dit. « Je le suis », a dit Elliot. « Bonne soirée. » Derrière elle, Brinley a éclaté en sanglots. Elle disait « Je l'ai posté par accident. » Warren a raconté plus tard à l'infirmière « Maintenant c'est ma faute d'être à l'hôpital. » Le tribunal a accéléré l'audience. Enfant, négligence médicale, retombée sociale. Même le système ne pouvait pas ignorer ça. À la fin de la journée, Elliot avait tout aligné, témoins, journaux d'appel, mon nouveau dossier médical avec Warren listé en gras tout en haut comme décideur principal. J'étais encore inconscient quand le changement a été entré officiellement. Quelque part à travers la ville, Marisol était assise dans son salon bien décoré, fixant l'ordonnance du tribunal qui prouvait qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle n'avait même pas essayé de garder. Et aux soins intensifs, Warren s'est penché en avant, reposant les deux mains sur la barrière du lit. « Je te tiens, gamin », a-t-il chuchoté. Et cette fois, la loi le soutenait. La première chose que j'ai vue quand je me suis réveillé n'était pas un plafond. Ce n'était pas le visage de mon grand-père, ou le flou d'une infirmière, ou même le blanc aveuglant des lumières des soins intensifs. C'était un porte-bloc. Plus spécifiquement, un dossier clippé au bord de mon lit d'hôpital. En bas, en lettres capitales grasses, une phrase que je n'arrivais pas à traiter assez vite. Nouveau tuteur légal. Et juste en dessous de ça, un nom, Warren Alvarez. Ma gorge brûlait. Mes côtes faisaient mal. Quelque chose était dans mon nez, mes bras, et j'étais à peu près sûr que je ne pouvais pas sentir ma jambe gauche. Mais tout cela n'était qu'un bruit de fond face à cette unique ligne. Quelque chose avait changé radicalement pendant que j'étais inconscient. Quelqu'un avait pris une décision qui m'avait sauvé la vie. Et ce n'était pas la femme qui m'avait donné naissance. Et, a dit une voix rauque à côté de moi. Je me suis tourné lentement. Mon grand-père était assis sur la chaise d'hôpital rigide, ses coudes sur ses genoux, les mains jointes comme s'il avait prié ou négocié avec quelque chose qui n'écoutait pas beaucoup. Ses yeux étaient injectés de sang et bordés de sel. « Tu es réveillé ?» a-t-il soufflé, puis il a appuyé sur le bouton d'appel pour l'infirmière sans me quitter des yeux. « Tu es en sécurité maintenant, j'ai. » Je voulais parler, mais mes lèvres bougeaient à peine. Ma voix a craqué comme du papier mouillé. Pourtant, j'ai réussi à dire 2 mots, que s'est-il passé? Il n'a pas enjolivé les choses. Il ne m'a pas materné. N'a pas prétendu que la vérité viendrait plus tard. Tu as eu un accident de voiture sur la 101 en rentrant de Ventura. C'était grave. Un semi s'est mis en portefeuille sous la pluie. Il a fait une pause. Tu as failli ne pas t'en sortir. J'ai fermé les yeux et les souvenirs ont clignoté. Métal hurlant, verre pleuvant, la voix d'une femme au téléphone disant « Ne m'appelle pas demain. Nous serons au spa toute la journée. »
Il a vu quelque chose changer dans mon visage. Tu te souviens de quelque chose? Je me souviens d'avoir quitté le barbecue. Il a hoché la tête lentement. C'est là que ça a commencé. Il m'a raconté tout le reste. Que l'équipe de trauma avait besoin d'un consentement immédiat pour opérer. Que l'hôpital a appelé Marisol parce qu'elle était toujours listée comme ma tutrice légale. Qu'elle était à Auger avec Brinley, en plein soin du visage. Et quand on lui a demandé la permission de me sauver la vie, elle a dit, si ça meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Puis Brinley a pris une capture d'écran de moi sur un brancard, en sang. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Mon cœur ne se brisait pas. Il s'engourdissait. Comme si quelqu'un avait éteint la douleur juste assez longtemps pour que je flotte au-dessus, en observant. Le personnel de l'hôpital a enregistré l'appel, a ajouté Warren. Ils l'ont signalé à la gestion des risques. C'était suffisant pour Elliot, notre avocat, pour demander un transfert de tutelle d'urgence. Le tribunal a accepté. J'ai signé les papiers. J'ai tourné la tête vers le dossier à nouveau. Alors, c'est réel. C'est réel, a-t-il dit. Tu ne retournes pas là-bas. J'ai senti cette phrase s'installer dans ma poitrine, comme la première bouffée d'air pur après de la fumée. Je ne retournais pas à Montecito. Pas chez elle. Plus tard cet après-midi-là, une infirmière est venue mettre à jour mon dossier. Elle a confirmé mon nom, ma date de naissance, et a dit quelque chose sur le fait que j'avais été initialement enregistré sous le nom Wexler, le nom de famille de Grant, à cause d'une discordance de dossier d'assurance. Ce nom encore, Wexler, un nom que je n'avais jamais choisi. Je me suis souvenu de ce tiroir verrouillé dans le bureau de Grant, les formulaires d'assurance, celui avec mon nom noirci, remplacé par quelque chose de plus propre, de plus pratique. Ils avaient planifié quelque chose. Je le savais maintenant. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la stratégie. Elliot a visité ce soir-là. Il a posé une question, veux-tu retourner au domicile de ta mère? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste secoué la tête et dit, ce n'est pas ma maison. Il a hoché la tête. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le lendemain matin, l'hôpital bourdonnait, non pas d'alarme, mais d'énergie. Des représentants en relations publiques faisaient les 100 pas dans le couloir. Un homme en blazer impeccable demandant une conversation discrète au nom des Wexler. Il a proposé un don à l'hôpital si la situation pouvait être gérée avec grâce. Elliot lui a dit d'aller se faire voir. En termes juridiques plus élégants. J'ai tout regardé depuis ma chambre, sachant que j'étais la tempête qu'ils essayaient de contenir. Puis est venue l'audience d'urgence. Elliot m'a conduit en fauteuil roulant dans la salle d'audience. Warren marchait à côté de moi. Je n'avais pas quitté les soins intensifs plus de 5 minutes en 2 semaines. Et maintenant j'étais assis devant un juge à Santa Barbara, avec une perfusion encore scotchée à ma main. Marisol s'est montrée, ressemblant exactement à mes souvenirs. Coûteuse, immaculée, théâtrale. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Brinley s'accrochait à elle comme une ombre coupable. Maquillage parfait, lèvres serrées. Le juge a demandé les faits. Le greffier a joué l'enregistrement. La voix de Marisol a rempli la salle d'audience, légère et froide. Si ça meurt, faites-le-moi savoir. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Puis le rire de Brinley. La salle s'est immobilisée. L'infirmière en a témoigné. Le docteur Kaplan aussi. Elliot a présenté le journal d'appel, la fenêtre chirurgicale manquée, les captures d'écran, chaque miette numérique, chaque omission du fichier de contact de l'hôpital. Ils avaient essayé d'effacer mon grand-père des registres, d'effacer tout plan de secours qui ne les impliquait pas. Ils avaient supprimé les contacts protecteurs, déplacé la couverture d'assurance, changé son nom de famille dans certains systèmes. C'était de la négligence structurelle, a dit Elliot. Par dessein. Le juge a tout absorbé, puis a rendu le verdict, tutelle temporaire officiellement transférée à Warren Alvarez. Tous droits de décision médicale parentale révoqués à Marisol Wexler. J'ai quitté cette salle d'audience avec plus de douleur que je n'en avais en entrant. Mais pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une douleur que quelqu'un d'autre avait le droit d'ignorer. Et dehors, alors que les caméras commençaient à tourner,
j'ai entendu Elliot chuchoter à Warren, ils vont soit essayer de jouer les victimes, soit faire traîner ça en justice, mais ce n'est pas fini. Je l'ai regardé. Ce n'était pas de la peur dans sa voix. C'était de la préparation. La guérison n'était pas un montage vidéo. Ce n'était pas du soleil à travers les fenêtres ou de la musique inspirante. C'était moi dans une chambre du fond chez Warren à Ventura, apprenant à me tenir sur une jambe pendant qu'une infirmière me tenait le coude. C'était le son de ma propre respiration alors que j'essayais de mettre du poids sur un pied qui ne semblait toujours pas être le mien. C'était faire tomber une cuillère 2 fois pendant le petit déjeuner, parce que mes doigts tremblaient trop pour saisir quoi que ce soit. Mais c'était aussi un progrès. Warren a vidé son vieux bureau pour faire de la place pour mon équipement de rééducation. Il ne tournait pas autour de moi. Il ne me prenait pas en pitié. Il m'apportait juste de l'eau, et écoutait quand je maudissais la douleur. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Meracha. Elle n'a pas posé de questions sur l'accident. Pas au début. Elle m'a demandé ce que ça faisait de s'asseoir en silence dans une maison où les gens ne vous regardaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je lui ai dit que ça ressemblait à être effacé. Nous avons travaillé à partir de là. Puis les textos ont commencé. Marisol en a envoyé un la première. Je sais que tu souffres. Moi aussi. J'aimerais que tu puisses voir l'image complète. Puis, j'ai tout perdu, j'ai. Ne m'enlève pas le peu qu'il me reste. Je n'ai pas répondu. Je l'ai montré à Elliot à la place. Il m'a dit de garder chaque message. Ce ne sont pas des excuses. C'est pour l'image publique. Une semaine plus tard, la nouvelle est tombée que Grant avait demandé le divorce. Différends irréconciliables, réputation publique, préservation financière. Il a coupé les ponts vite et net, et Marisol s'est soudainement retrouvée seule. L'école de Brinley a publié une déclaration sur un examen disciplinaire. Ses demandes de bourse ont disparu du jour au lendemain. Montecito n'était pas une forteresse. C'était un château de cartes. L'audience finale pour la garde a eu lieu 6 semaines plus tard. Je suis entré dans ce tribunal avec des béquilles, non pas parce que je voulais de la pitié, mais parce que je refusais d'être à nouveau poussé en fauteuil roulant. J'ai témoigné en dernier. J'ai dit la vérité au juge. Cette nuit-là, ai-je dit, quand le médecin a dit que j'avais besoin d'une chirurgie et que ma mère a refusé, quelque chose en moi est mort avant que mon corps ne le puisse. Je n'étais pas son fils. J'étais un dossier, une responsabilité, quelque chose à gérer. J'ai regardé Marisol à ce moment-là. Elle pleurait, ou essayait de le faire. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande même pas d'excuses. Je demande à être libre, à rester là où je suis en sécurité. J'ai regardé Warren. C'est avec lui. Le juge a statué rapidement. Droits parentaux définitivement retirés à Marisol Wexler. Tutelle légale complète transférée à Warren Alvarez. Le tribunal a autorisé la procédure d'adoption. Le reste s'est passé vite. Une hypothèque légale sur la propriété de Montecito. Facture d'hôpital déposée via le tribunal civil. L'employeur de Marisol l'a lâché. Brinley a changé d'école. Grant s'est remarié avec quelqu'un de plus jeune, et encore plus fade. J'ai signé mes papiers d'adoption à l'âge de 17 ans. Je n'ai pas changé mon nom. Mais j'ai changé tout le reste. J'ai fini le lycée, je me suis inscrit dans une université d'État près de Ventura, j'ai étudié le travail social. Aujourd'hui, je travaille avec des enfants comme moi. Tous ne survivent pas. Tous ne s'en sortent pas avec quelqu'un comme Warren dans leur coin. Mais quand ils lèvent les yeux vers moi et demandent « Comment t'en es sorti ?», je leur dis la vérité. Quelqu'un est resté. C'est tout ce qu'il faut parfois. Une personne qui refuse de partir quand c'est incommode. Une signature sur un formulaire d'hôpital qui dit que vous en valez la peine. La dernière chose que j'ai lue dans cet hôpital était le nouveau tuteur légal. Maintenant je sais ce que ça signifiait vraiment. Ça signifiait que la famille, ce n'est pas qui vous a élevé. C'est qui refuse de vous laisser partir.